Good morning. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez entendu retentir la cloche qui vous invite à vous asseoir. Madame la présidente du Sénat, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un honneur d'inaugurer la 24e séance de la conférence interparlementaire consacrée à la PESC et la PSDC. Bienvenue, j'espère que tout le monde a fait bon voyage, est arrivé à Bruges. J'espère que vous aurez le temps de profiter de cette belle ville, ses ruelles, ses canaux et tout notre patrimoine culturel fantastique. Je voudrais vous donner quelques remarques d'intendance. Toutes les sessions thématiques se dérouleront dans cette salle et seront organisées de la même manière. Les détails concernant le service de traduction simultanée et l'utilisation du sans fil se trouvent sur la fiche d'instruction sur votre place. Et si vous sélectionnez le canal Floor, ce sera l'anglais. Vous l'avez peut-être déjà découvert, mais il existe un comptoir à café permanent qui est à votre disposition dans la salle annexe à l'arrière. Vous pouvez continuer à suivre la conférence depuis les écrans qui se trouvent dans cet espace. Il n'y aura pas de pause café. Vous pourrez vous servir à votre guise. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, démarrons la conférence. J'espère que cette session aura l'heure de vous plaire. Et moi, je me réjouis d'entendre l'ensemble de vos contributions. J'aimerais céder d'abord la parole à Stéphanie Dose, qui est présidente du Sénat de Belgique. À vous, madame. Dear Els, Chère Else, chers collègues, chers membres des parlements, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir à Bruges. Et j'espère sincèrement que nombre d'entre vous ont déjà eu l'occasion de découvrir cette ville véritablement magnifique, classée à juste titre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bruges est véritablement un joyau de l'histoire belge et de l'histoire européenne. Elle témoigne de la richesse de la culture qui fédère, qui unit notre continent. Voici un lieu où l'histoire de l'Europe se raconte à travers l'art, l'architecture et la mémoire vivante. À présent, chers collègues, j'aimerais que vous marquiez une pause de réflexion. Imaginez-vous que tout cela n'existe plus, que les beffrois, que les cathédrales ont disparu, tout comme les peintures du XIVe siècle, les musées, les écoles où on enseigne l'histoire locale. Disparus les touristes qui découvrent notre identité culturelle commune. Imaginez également qu'une puissance étrangère marche dans cette ville, enlevant tous les signes indiquant auparavant que nous avons été européens, démolissant tous les bâtiments et remplaçant les manuels scolaires par une autre histoire. Quelle serait votre réaction ? Eh bien, vous vous diriez qu'il s'agit bel et bien d'un génocide culturel. Chers collègues, voici exactement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Partout où les bottes russes touchent le sol, c'est la culture ukrainienne qui est effacée. Les objets sont détruits, déplacés, voire même pire. Des enfants sont kidnappés et subissent un lavage de cerveau. Lorsque je me suis rendue à Kiev l'année dernière, j'ai visité la cathédrale Sainte-Sophie. Et dans cette cathédrale se trouve le tombeau de Yaroslav le Sage, l'un des plus grands dirigeants de l'État kievien du Xe siècle, un État qui s'étendait du lac Noir jusqu'aux forêts gelées de Carélie. À cette époque, Kiev bâtissait des cathédrales, alors que Moscou n'était qu'un petit village de province. Et pourtant, peu de Russes aujourd'hui seraient capables de vous narrer cette histoire, car Poutine a réécrit l'histoire pour la faire correspondre à son idéologie. Et en ce moment même, il utilise la force brutale pour imposer son délire à des nations innocentes et souveraines. Chers collègues, ne vous y trompez pas. Les Russes
ne se sont pas arrêtés en Crimée, pas plus qu'à Donetsk, et ils ne s'arrêteront pas non plus à Kiev. Poutine n'est pas simplement un tsar moderne à la recherche de territoire. Il s'agit d'un idéologue belliciste qui a fait de la simple existence des pays étrangers une menace existentielle pour la Russie. En effet, en l'absence de toute bonne politique intérieure, domestique, il a besoin de guerroyer pour assurer sa propre survie politique. Et en l'absence d'arguments logiques en faveur de cette guerre, il a besoin d'un lavage de cerveau pour obtenir du soutien. Tant ces guerres que ce lavage de cerveau se répercutent aujourd'hui aussi dans notre Union européenne. La menace d'une remise en cause de la paix et de la prospérité bâtie par notre Union au cours des 70 dernières années n'a jamais été aussi grande. D'autant plus que l'Europe est un phare de stabilité solitaire dans un monde de moins en moins sûr. Au Soudan, à Gaza, en Éthiopie, au Yémen. Plus d'une centaine de conflits armés font rage aujourd'hui. Ce sont, dans tous les cas, des guerres menées contre la liberté, des guerres menées contre la démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le dialogue. C'est choisir la coopération plutôt que la guerre, le champ de bataille. La Chine, l'Arabie saoudite, l'Iran émergent en tant que puissance régionale dominante, perturbant l'équilibre que nous connaissons depuis des décennies. Ils offrent un soutien politique, militaire et financier, même au-delà de leur sphère immédiate d'influence, dans l'espoir d'acheter une certaine loyauté. Pour paraphraser un dirigeant étranger, je vous dirais, quand les Chinois arrivent, nous obtenons un nouvel hôpital. Quand les Européens débarquent, nous avons droit à une leçon. Notre leadership international est remis en question. Par conséquent, mais c'est un facteur tout aussi inquiétant, nous assistons à un déclin international de la confiance en nos institutions démocratiques. Les États-Unis, qui étaient autrefois les protecteurs de l'Europe, sont de plus en plus accaparés par leurs propres problèmes intérieurs. Dans les pages de The Economist, l'indice de démocratie qui mesure l'état de la démocratie dans le monde montre chaque année un déclin lent mais constant. En cette année, 80 pays, soit environ la moitié de la population mondiale, 80 pays se rendront aux urnes. Et alors, mes collègues, je pense que le constat est évident. Menaces militaires, inquiétudes en matière de sécurité, infiltration idéologique d'idées illibérales. C'est ce que l'on observe également ici en Europe, le berceau de la démocratie. Dois-je encore souligner combien cette conférence est importante? Mais je sais que je ne dois pas m'inquiéter. Je sais que ces questions, ces questionnements figurent de longue date en tête de votre agenda. Nous, Européens, savons que les crises peuvent être résolues et même s'accompagner de nouvelles opportunités. Parce qu'il y a une chose dont nous sommes sûrs. Les citoyens européens se tournent vers nous, membres des parlements, à la recherche de questions. Nos échanges peuvent et vont bel et bien apporter des solutions, parce que nous sommes toujours unis par une vision d'un avenir où la paix, la démocratie et la prospérité guideront le monde. Ces trois objectifs ne peuvent être concrétisés que par une politique étrangère, de sécurité et une politique de défense à la fois cohérente et efficace. Chers collègues, je souhaite que vos débats soient fructueux, des débats qui seront, j'en suis sûre, inspirés et enrichis par ce magnifique décor qu'est la ville de Bruges. Notre continent compte grandement sur vous. Enfin, chers collègues, pour compenser le fait que nous n'avons pas choisi le Parlement fédéral belge pour accueillir ces échanges, nous avons réalisé cette vidéo pour vous montrer où nous travaillons habituellement au service de nos citoyens. Merci de votre attention. Welcome to the Belgian Federal Parliament. It's a pity we can't welcome you in our building in Brussels, because the Belgian Parliament is a charming and open house, conducive to debate and meetings, which makes politics accessible to everyone. Les séances sont ouvertes, les commissions sont ouvertes au public, mais les gens ne le savent pas toujours. Du coup, on fait venir le contenu à eux par les réseaux sociaux.
The Belgian Federal Parliament aims to be an inclusive parliament, reflecting the population it represents. Since 2019, for the first time in Belgium's history, both chambers have been presided over by a woman. Furthermore, we work and debate in both Dutch and French. The Belgian Federal Parliament is one of the only multilingual parliaments in the European Union. Ja, de charme van België en Brussel zit in hun meertaligheid. Dus als tolken zorgen wij ervoor dat elke senator of elk Kamerlid zijn eigen taal kan spreken. The Belgian Federal Parliament consists of two chambers, the House of Representatives and the Senate. Together, they form Belgium's federal legislature. Toutes les réunions parlementaires sont visibles sur le site internet de la Chambre en direct et là vous pouvez choisir directement sur lachambre.be. Green is the color of the House of Representatives. This is where laws are made and where we control the federal government and the budget. This is where we make policy. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer krijgt iedereen 2 minuten spreektijd, geen uitzonderingen. Iedereen is gelijk voor de wet. The color of the Senate is red. This is a place of reflection and of meeting between the three language communities in all transparency. Wij tikken alles uit, inderdaad. Alles wat er gebeurt, alles wat er gezegd wordt in de vergaderingen. Dat wil zeggen dat alles wat er gebeurt in de zaal terug te vinden is in het integraal verslag. The Belgian Federal Parliament is a fascinating place where hundreds of people are passionately committed to democracy. J'habite au Parlement. J'ai grandi ici en tant que fils de concierge. Et maintenant, depuis 22 ans, je suis moi-même concierge. C'est un privilège. C'est quand même le palais de la nation, ça représente le peuple. Et donc, c'est quand même un grand privilège de pouvoir vivre ici et d'être domicilié ici. This is a place where the past is cherished. Het federaal parlement van België is een van de enige 3 parlementen in de wereld met een eigen bijaard. But it's also the place where we prepare for the future. Au Parlement fédéral, nous tenons compte de la planète et donc je roule 100% électrique. The Belgian Federal Parliament is an open house for debate and meeting. The future of Belgium starts here. Verschillende scholen vanuit heel België kruipen eigenlijk in de rol van een echte parlementariër. En wij proberen eigenlijk de jongeren zoveel mogelijk te stimuleren om het woord te nemen. Dat is wel een stap voor heel veel, maar eens dat ze die stap hebben gezet, zijn ze eigenlijk on fire om in het leven te kruipen van een echte parlementariër. Donc, vous voyez, c'est un bel endroit. Bon, nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes à un bel endroit, mais ça vaut la peine de visiter le Parlement à Bruxelles quand vous y serez. Je remercie la présidente du Sénat de son intervention. J'invite M. McAllister, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Thank you. Merci, Else, de donner la parole, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, chers collègues, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, c'est mon plaisir, c'est aussi un honneur d'être ici à Bruges pour cette 24e édition de la conférence interparlementaire pour notre CF, pour la PESC et pour la PSDC. C'est organisé dans le cadre de la dimension parlementaire de la présidence belge du Conseil de l'UE. Je commence par remercier au nom de tous les présents nos collègues du Parlement fédéral belge et ses 2 chambres d'avoir organisé cet événement. J'aimerais en particulier remercier Madame Stéphanie Dose, présidente du Sénat, et Mme Else van Hoof, présidente de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, de nous avoir accueillis si aimablement et de nous avoir réunis dans cette belle ville historique de Bruges. Je suis aussi heureux de souhaiter la bienvenue à tant de collègues des parlements nationaux. Chers collègues, mesdames et messieurs, inutile de le dire, mais nous passons par une époque extrêmement interpellante. Des guerres se déroulent en Europe et dans notre voisinage immédiat. La façon dont nous réagirons, ce n'est pas juste un choix politique. Cela ne déterminera rien de moins que le destin et l'avenir de notre continent et de l'Union européenne. La PESC et la PSDC
sont au cœur même de cette réaction et il est de notre responsabilité de faire en sorte que ceci se fasse. Ces politiques visent à améliorer et protéger un ordre international basé sur les règles. Sans cadre stable où les États peuvent s'exprimer, la paix et la prospérité sont au risque de souffrir. Défendre cet ordre basé sur le droit doit être une priorité essentielle. Si les États choisissent d'enfreindre cet ordre, nous n'avons d'autre choix que de réagir. J'espère sincèrement que vous tous, je crois, qu'un jour la Fédération de Russie mettra fin à ces tendances agressives, expansionnistes et reviendra dans l'ordre international. Mais d'ici là, nous devons être fermes et unis. Notre inébranlable soutien à l'Ukraine fait partie de cette réaction. L'Union européenne vient de se mettre d'accord sur la facilité pour l'Ukraine qui accordera 50 milliards d'euros à l'Ukraine pour atténuer les conséquences et les défis d'un pays en guerre. Mais nous devons en faire davantage avec nos partenaires de part et d'autre de l'Atlantique. Nous devons être côte à côte avec l'Ukraine, pas seulement pour le temps que cela prendra, mais quoi qu'il en coûte. Pour faire face à cette menace sur l'ordre international, l'Union européenne doit également, franchement, en faire davantage. Nous sommes connus pour notre soft power basé sur les valeurs démocratiques et à juste titre. Mais ce soft power, ce pouvoir de persuasion a besoin d'une coque dure. Il faut lui ajouter une coopération accrue en matière de sécurité et de défense. C'est ainsi que notre pouvoir dur pourra être solidifié et notre soft power protégé. Au niveau de l'Union européenne, il nous faut une coopération accrue en matière de défense. Nous devons en effet procéder à des achats groupés pour assurer l'interopérabilité des forces armées, réduire le coût pour le contribuable. En effet, nous sommes sur la bonne voie, mais cela ne suffit pas. Il faut aider l'industrie européenne de défense à accroître ses capacités de production pour faire en sorte que non seulement nos forces armées, mais surtout les forces armées ukrainiennes soient mieux équipées. De même, une première étape a été franchie. Donc nous allons mettre à disposition des armes et des munitions, mais il faut aller plus loin par un programme européen d'investissement et un programme d'aide à l'Ukraine spécifique. Ceci dit, une PSDC plus forte, plus ferme, plus unifiée doit renforcer et en aucun cas saper la coopération transatlantique et l'OTAN. L'OTAN était, est et restera la clé de voûte de notre coopération transatlantique. Le fait d'avoir avec nous la Suède et la Finlande à présent est une excellente nouvelle et je me réjouis que l'adhésion de la Suède ait été enfin réglée. C'est une véritable valeur ajoutée pour l'OTAN. De nombreux pays, dont l'Allemagne, enfin, sont prêts à assumer ces 2% du budget accordé à la défense. C'est un minimum. Enfin, un mot sur la affreuse situation au Moyen-Orient que nous pourrons traiter cet après-midi. Je sais que nous savons à quel point le sujet est sensible et j'espère que nous ne fuirons pas nos responsabilités en la matière. Il est particulièrement urgent de mettre un terme au cycle de violence, éviter une escalade régionale. Il faut aussi relancer le processus de paix. Mais dans la région dans son ensemble, il est bon de voir que l'Union européenne prend ses responsabilités. À la suite des attaques des Houthis sur la navigation marchande au large du Yémen, je salue le lancement de l'opération Aspides en coopération étroite avec les acteurs régionaux, les partenaires internationaux, dont le Royaume-Uni et les États-Unis.
Il faut absolument assurer la sécurité maritime de la mer Rouge au golfe d'Aden. Chers collègues, j'attends avec intérêt nos débats. Nous remercions nos hôtes belges de nous accueillir si généreusement. Merci beaucoup. Thank you, David, for your... Merci, David, de cette excellente intervention. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers hôtes, bonjour. Je suis véritablement enchanté de vous souhaiter la bienvenue à cette 24e conférence interparlementaire dans le cadre de la présidence belge de l'UE. Je me préparais à intervenir aujourd'hui et je me suis souvenu que j'ai eu mon premier emploi véritable en 1993 quand la Belgique occupait la présidence de l'Union européenne. J'étais assistante d'un ministre. Ceci a été le début de ma carrière. Et l'Union européenne, à titre personnel, m'a offert beaucoup d'opportunités et a apporté la paix, la stabilité et la prospérité durant des décennies à l'avantage de millions de personnes. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer les turbulences auxquelles fait face l'Union européenne. Nous nous leurrerions en affirmant le contraire. Mais comment calmer ces turbulences? Permettez-moi d'avoir recours aux mots prononcés par d'Europe. En Europe, il faut le pompier, mais aussi l'architecte. En effet, ce ne sont pas les défis qui nous attendent. En ce compris la crise migratoire, l'invasion brutale de l'Ukraine et l'abominable conflit de Gaza déclenché par les abominables attaques du Hamas. Plus que jamais, l'Union européenne doit œuvrer à mettre un terme à cette tragédie humanitaire. Car que l'on vive à Gaza, à Rafah, Ashkelon ou Tel Aviv, une perspective de paix durable s'impose, raison pour laquelle la Troïka a décidé d'organiser cet après-midi un débat d'urgence sur le sujet durant notre conférence. La question qui nous attend est comment faire manœuvrer le vaisseau européen dans ces eaux agitées. Bien entendu, business as usual ne saurait être la réponse. Il nous faut une union plus résiliente et capable de se défendre, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire, au sein de l'OTAN. En même temps, l'Union européenne devrait être à même de réagir plus rapidement par rapport aux vagues qui nous secouent. Il faudrait donc utiliser davantage la majorité qualifiée en matière de PESC. Et la présidence belge a à cœur de traiter ces sujets en profondeur dans les 2 jours qui nous attendent. Chers collègues, une conférence sur la politique européenne de sécurité commune doit aller au-delà de nos problèmes. Nous devons aussi tenir compte des intérêts des voisins qui partagent nos idées. L'aide à l'Ukraine est une priorité pour la présidence belge. Et quand je me suis rendu à Kiev le week-end dernier, c'était le 23 février, et je vois ici de nombreux collègues qui y étaient également. Nous avons vu de nos yeux comment l'Ukraine continue de lutter pour maintenir les valeurs de la démocratie, la liberté et l'état de droit. Ce sont les valeurs essentielles de l'Europe. Comment ne pas les aider? Ce n'est pas la sympathie qui arrêtera les chars. Nous avons envoyé de la sympathie et des biens, mais ça ne suffit pas pour gagner une guerre sur le champ de bataille. Et comme disait le président Roosevelt, parler doucement en ayant un gourdin à la main. Donc, personne ne veut la guerre, mais on a besoin de forces militaires. Et l'Union européenne donne l'exemple par rapport aux États-Unis.
elle met à disposition 50 milliards d'euros à l'Ukraine pour atténuer l'impact de la guerre. Mais sur le plan militaire, on en fait trop peu et trop tard. Donc ce n'est pas possible. Oui, il faut renforcer notre industrie de la défense européenne, mais sans retard, nous devons puiser dans nos stocks nationaux de munitions pour alimenter l'Ukraine et nous adhérer à l'initiative tchèque d'achat conjoint d'obus sur le marché global. Chers collègues, soyons clairs, la victoire de l'Ukraine consistera en une adhésion pleine et entière à notre famille européenne. Et ici, nous ne pouvons qu'applaudir l'adoption le 8 novembre du paquet élargissement. Mais un tel élargissement ne réussira que si les structures internes de l'Union européenne seront adaptées pour en tenir compte. Il nous faut une union qui pourra faire ses preuves à l'avenir dans tous les domaines. Chers collègues, la présidence belge veut aussi intensifier les opérations avec nos voisins africains. Et c'est à juste titre. L'Union européenne ne peut laisser tomber cette région. D'autres n'attendent pas mieux. La Chine, par exemple, a ouvert une école pour former des cadres dirigeants en Tanzanie. On sait ce qu'on y enseignera. Certainement pas la démocratie ou les droits de l'homme. L'Union européenne a un choix clair devant elle. Soit nous nous engageons en faveur du multilatéralisme et la coopération avec nos voisins du Sud, ou on cède le terrain à l'instabilité en Afrique. Chers amis, chers collègues, pour être forts sur le plan extérieur, il nous faut des sociétés plus fortes, des citoyens plus forts et des démocraties plus fortes sur le plan interne. Comme l'a dit Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen, la fin de l'Union européenne et de l'euro a été annoncée à plusieurs reprises, mais en vain. La caravane de l'Union européenne suit son chemin. En effet, chers collègues, allons de l'avant ensemble, non seulement en tant que pompiers, en tant qu'architectes d'un avenir meilleur. J'attends avec intérêt vos contributions. Merci beaucoup.